Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guidé. Merci d'avoir choisi la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 1er juin 2023, dont voici le sommaire. Le départ de médecins spécialistes de l'hôpital Roi-Khaled, situé en mairie de Bujumbura, inquiète le personnel et les patients qui fréquentent cet hôpital. Vous aurez les détails dans cette édition. Au sommaire également, certains habitants des provinces de Makamba et Rumonge au sud du Burundi craignent la spoliation imminente de leurs propriétés par les gouverneurs de ces provinces. Dans cette édition, nous parlons aussi de la multiplication des cas de vol nocturnes dans la zone Nyakabiga à mairie de Bujumbura. Certains agents de la police nationale sont pointés du doigt d'être impliqués dans ce genre de vol. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme, mais la santé de la journaliste Floriane Irangabiye n'est pas du tout bonne actuellement. Floriane Irangabiye souffre d'une crise d'asthme et depuis quelques jours, elle n'avait pas eu l'autorisation d'aller se faire soigner en dehors de la prison centrale de Muyinga. C'est ce jeudi qu'elle a pu avoir les soins à l'hôpital de Muyinga pour après retourner dans la prison. Le climat froid se trouvant à Muyinga n'arrange pas l'état de sa santé à cause de cette maladie respiratoire. Ainsi, les défenseurs des droits humains demandent que ces droits soient respectés afin que sa santé soit prise en compte et qu'à cet effet, elle puisse être transférée dans une autre prison où elle pourrait bénéficier de traitement de médecins spécialistes, étant donné que l'asthme est une maladie très dangereuse si elle n'est pas bien maîtrisée. Floriane Irangabiye, la journaliste de la radio Gicaniro, vient de passer 9 mois de détention en prison centrale de Muyinga, accusée d'atteinte à la sécurité nationale. Elle a été condamnée à 10 ans de prison par 2 juridictions. C'est au moment où plusieurs organisations de défenseurs des droits de l'homme, burundaises et internationales, ne cessent de demander que Floriane Irangabiye soit libérée, vu qu'elle est victime de son métier de journalisme. Parlons sécurité à présent. Au moins 23 personnes ont été assassinées au cours du mois de mai dernier. Crimes commis dans 13 provinces. Et parmi les victimes, 5 femmes et 4 enfants. Le point avec Elvis Nyomungeri. Les provinces qui ont enregistré plus d'assassinats au mois dernier de mai sont Bururi, Kitega et Muyinga. Dans chaque province, 3 personnes ont été assassinées. Suivent les provinces Chibitoke, Kirundo, Kayanza et Mekhedo Bujumbura qui ont enregistré chacune des assassinats. Les 7 provinces totalisent à elles seules 17 cas d'assassinats dans ce mois de mai. Les 6 autres que la RPA a pu connaître sont de 6 différentes provinces, Luyigi, Changuzo, Rutana, Rumonge, Makamba et Mwaro. En tout, la rédaction de la RPA a pu répertorier donc 23 assassinats commis dans 13 provinces. 11 parmi ces victimes ont été retrouvées mortes à Gitega, Bururi, Chibitoke, Rutana, Muyinga, Kirundo, Rumonge et Makamba. Et presque la moitié de ces victimes des 13 provinces ont été tuées par machette. 10 ont été assassinés par coup de machette. Les autres ont été tués de différentes manières, étrangers, décapités ou fusillés. 5 des victimes de ce mois de mai sont des femmes et 4 des enfants. 2 enfants ont été tués par leur propre père dans la province Kayanza et 2 autres ont été retrouvés morts dans la province de Gitega et Rumonge. Merci à toi, Elvis Nyomungeri. Toujours au chapitre sécurité, multiplication des cas de vol nocturnes dans la zone Nyakabiga à mairie de Bujumbura. La population de la dite zone fait savoir que les auteurs de ces vols sont certains agents de la police nationale. Ils ont été identifiés par les victimes de ces actes de vol. Le point avec Eric Nyonzima. Ces actes de vol sont commis surtout sur l'avenue qui partage le quartier 2 et 3 de la zone Nyakabiga, plus précisément de la 9e avenue jusqu'à 14e de la même zone Nyakabiga. Selon les habitants de la localité qui se sont entretenus avec la RPA, les auteurs de ces vols se déplacent souvent à bord d'un véhicule de type Probox portant la tenue policière. Ces vols sont commis la nuit avance. Ils bloquent une armée
sur les passants et exigea de leur donner tout ce qu'ils ont. L'un des auteurs de ces vols a été déjà identifié par ses victimes. C'est un policier prénommé Athanase. Il y a un groupe de policiers ici dans la zone Nyakabiga qui fait la pluie et le beau temps. Ils font cela la nuit. Quand ils te croisent, d'abord ils te suivent et te demandent de leur donner tout ce que tu as sur toi. Parfois, ces policiers travaillent en équipe de 5 à 6 personnes. L'un d'entre eux a été identifié. Il s'appelle Athanase. Ce même probox récemment a poursuivi l'un de mes amis. C'était vers 2 heures du matin. Ces policiers l'ont exigé à leur donner tout ce qu'il avait sur lui. Il portait la tenue de la police burundaise et certains d'entre eux ont été identifiés. Nous les voyons souvent au bureau de la zone Nyakabiga. C'est ainsi que le policier Athanase a pu être reconnu. Le véhicule est utilisé par ces malfaiteurs sans plaque d'immatriculation, précise nos sources de Nyakabiga. Ils utilisent un véhicule sans plaque car ici au Burundi, des véhicules circulent sans immatriculation. C'est devenu comme normal. Même la police, pour le moment, n'arrête presque plus ces véhicules sans plaque. Ces véhicules sans plaque sont nombreux à Bujumbura. La plupart des véhicules de la police n'ont pas de plaque. Pareil pour certains véhicules de l'armée burundaise, ainsi que ceux du service national des renseignements. Et quand tu demandes pourquoi ces véhicules n'ont pas de plaque, ils te répondent que c'est sans doute un véhicule d'une personne influente dans le régime en place. C'est vraiment dommage. La population de la zone Nyakabiga interpelle leur administration qu'elle intervienne et rétablisse la sécurité dans cette localité de la capitale économique. La RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Mukaza pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Après une petite transition, nous parlons au centre. RPA. Je vous le disais, un titre, départ de médecins spécialistes de l'hôpital Roi Khaled, situé à mairie de Bujumbura. Une situation qui inquiète les employés de cet hôpital et qui perturbe ses activités. Et en conséquence, les patients ne sont pas actuellement traités comme il se doit. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Cet employé de l'hôpital Roi Khaled indique que les malades qui sont consultés au sein du dit hôpital sont transférés dans les hôpitaux privés. C'est cette situation qui prévaut à l'hôpital Roi Khaled, situé dans la commune de Ntahangwa, à mairie de Bujumbura. Les employés de cette institution sanitaire indiquent que le matériel usé ou abîmé n'est pas remplacé ou réparé, causant ainsi la perturbation de certaines activités. De plus, certains médecins désertent le travail pour aller prester ailleurs. Un des employés jette le tort au responsable de cet hôpital. Les problèmes qui s'opposent sont entre autres le fait de ne pas réparer ou remplacer le matériel en panne. Cela est l'une des causes du dysfonctionnement de l'hôpital. Un autre élément est le départ de certains médecins spécialistes. Nous pouvons dire que cela est dû au directeur qui est très insolent et qui ne manifeste aucun respect. Pour le moment, ceux qui fréquentent cet établissement sanitaire ne sont pas servis comme ils le souhaitent suite à ce départ du personnel spécialisé. On peut donner l'exemple d'un médecin spécialiste en ORL. D'ailleurs, on a déjà raté 2 médecins dans ce service. Le premier est allé prester à l'hôpital Kila, tandis que le second est parti en France. On a dû faire recours à un retraité pour continuer le travail. Même d'autres employés des autres services continuent à partir. C'est notamment la prénommée Chantal du service de radiographie. Vraiment, l'hôpital est pour le moment dans une situation déplorable. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur général de l'hôpital Roi Khaled, Stanislas Harakandi, pour de plus amples éclaircissements. Toujours à ce chapitre, créé pour pallier aux problèmes d'exode médical et des patients, l'hôpital Kira a vite été convoité par certaines autorités du pays et regardé qui voyait en cette infrastructure sanitaire un moyen sûr de s'enrichir facilement. Et pour en faire l'air pour les OSEF d'or, les mêmes autorités n'ont pas hésité à fouler au pied la loi, allant même jusqu'à jouer la carte ethnique et xénophobe. Dans le reportage d'aujourd'hui, nous vous parlerons des stratagèmes utilisés pour arriver à leur fin, ainsi que les noms des principaux acteurs de ce sabotage. Les détails avec Inès Gakiv. L'hôpital Kila a commencé à essuyer des attaques de certaines autorités du pays vers la fin du règne Nkurunziza III, plus précisément en 2018.
À cette époque, les affaires de cette structure sanitaire étaient on ne peut plus florissantes, ce qui a même étonné les actionnaires eux-mêmes compte tenu de la crise que traversait le pays depuis 3 ans. En effet, selon les informations que la RPA détient de certains experts qui ont travaillé sur ce projet, le chiffre d'affaires mensuel de l'hôpital avait largement dépassé le milliard de francs burundais. C'est ce gain qui conduira l'hôpital Kira à sa perte car certains dignitaires et personnalités du pays ont vite voulu profiter de cette manne. Pour employer leur jargon, ils exigeaient leur part du gâteau et ce mensuellement. La raison avancée était que le gouvernement faisait partie des actionnaires. Des exigences qui n'ont pas été acceptées, suscitant ainsi leur colère, d'autant plus qu'ils se sentaient vexés et humiliés. C'est à ce moment que le vocable colon ou colonisateur a commencé à être utilisé pour désigner les actionnaires blancs étrangers, initiateurs du projet Kira et détenant la majorité des actions. Quelques jours après ce refus, le docteur Tadei Ndikumana, alors ministre de la Santé publique, a effectué une visite soi-disant de routine. Mais en réalité, selon les témoignages de certains actionnaires privés vivant à l'étranger, cette visite n'avait rien de courtois car elle s'inscrivait dans la même ligne que les tentatives précédentes. Un des actionnaires privés a confirmé à la RPA que le ministre Tadei Ndikumana a laissé entendre que comme l'État a investi une grosse somme d'argent, il avait droit à un poste de responsabilité dans la gestion de cet hôpital. Une doléance qui n'obtiendra pas gain de cause vu que cela violait les codes et réglementations régissant les sociétés privées. Mais le ministre ne s'en arrêtera pas là pour autant. Les mêmes sources font savoir qu'il a alors convoqué une réunion de tous les représentants des actionnaires para-étatiques et leur a exigé de lui soumettre, dans les meilleurs délais, une proposition d'un poste de responsabilité dans le quotidien de l'hôpital Kira à présenter au conseil d'administration pour validation immédiate. À cette époque, la Sokabu, un des actionnaires para-étatiques ayant le plus d'actions dans l'hôpital Kira, était dirigée par Madame Trinitas Gilukushaka, laquelle sera évincée pour n'avoir pas pu faire aboutir son complot. Elle sera alors remplacée par l'actuel président autoproclamé du conseil d'administration de l'hôpital Kira, M. Charles Ndagijimana. Et c'est là que les choses ont commencé à s'empirer. Le dossier à suivre. Merci à toi aussi, Nesgakiza. Par le gouvernance à présent, les habitants de la colline Mutambara, zone Gatete en commune et province de Rumongue, craignent une spoliation de leurs terres. Léonard Niosawa, gouverneur de cette province, a lancé un recensement des terres domaniales et des propriétés privées anciens paysannes ont été mises sur la liste. Le point avec Denis Claire, il affronte. Ces propriétés de Mutambara, objets de recensement, sont occupées légalement depuis longtemps par des familles et les ont d'abord eues à titre provisoire. Cet habitant indique ne pas comprendre les motivations du gouverneur à recenser ces paysannes et parle de violation de la loi. Le gouverneur est en train de faire un recensement des paysannes que nous occupons depuis des années, des propriétés que nous avons obtenues de l'État via l'Office de l'huile de palme, OHP, le projet d'intensification agricole Rumongue, Urambi, Buyengero, Pia, Rububu. Le gouverneur viole donc la loi. Ces habitants de Mutambara, en s'appuyant sur l'article 455 du Code foncier du Burundi, affirment que ces propriétés leur reviennent de plein droit et à titre définitif. Son Excellence le Président Pierre Nkurunziza a promulgué une loi qui stipule que toutes les personnes qui ont obtenu légalement des paysanats à titre provisoire et qui ont des titres qu'ils acquièrent désormais la pleine propriété de ces paysanats de façon définitive. L'article 455 de la loi numéro 1/13 du 9 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi dans son chapitre 8 concernant les dispositions transitoires et finales stipule que, je cite, les détenteurs de parcelles constitutives de paysanats dont leur occupation a été régulière et légale obtiennent la pleine propriété. Toutefois, les terres se situant dans les périmètres dits hors paysanat et constituant des réserves foncières de l'État ne sont pas concernés par cette mesure. Fin de citation. Toujours au sud du pays, sur le même sujet, la population de la province de Makamba s'indigne de la mesure du gouverneur de cette province, selon laquelle toute propriété foncière qui ne sera pas exploitée d'ici septembre 2023 sera spoliée par l'État.
Cette population indique que cette mesure est une manière que les dirigeants du régime actuel ont trouvé pour s'approprier des terres de la population, pour les exploiter eux-mêmes ou bien pour les distribuer aux membres de leur parti politique, le CNDD-FDD. La même population explique que pour exploiter une propriété, il doit y avoir un capital. Et compte tenu de la cherté de la vie, c'est peu de gens qui sont aujourd'hui capables de trouver les moyens nécessaires pour exploiter leur propriété. Suivez plutôt certains habitants de la province de Makamba qui se sont confiés à la RPA. La mesure du gouverneur de Makamba fait partie des autres décisions qui ont été prises par les autorités du pays pour s'approprier des biens de la population. Rien ne peut expliquer pourquoi une propriété privée peut être spoliée pour la simple raison qu'elle n'est pas exploitée. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'une propriété ne soit pas exploitée. Le président de la République indique le plus souvent que les Burundais n'ont pas faim, ne sont pas pauvres, mais qu'ils sont fainéants. Cela pour dire qu'il veut s'approprier de nos terres, lui et le gouverneur, ainsi que d'autres dignitaires qui affirment souvent qu'ils sont des travailleurs compétents et habiles. Ils font semblant d'oublier que pour exploiter une propriété, il doit y avoir un capital. Aujourd'hui, c'est peu de gens qui peuvent trouver facilement de l'argent nécessaire pour exploiter toutes leurs propriétés. On peut exploiter une partie et laisser une autre en attendant de trouver assez de moyens et relatifs. Je pense que la meilleure solution à prendre pour les dirigeants du pays n'est pas l'expropriation des propriétés privées. Nous constatons qu'ils veulent nous enfoncer dans une pauvreté sans nom afin que nous soyons toujours sous leur domination. Il n'y a pas d'autre explication là-dessus. Nous avons vraiment mal accueilli cette mesure. Ce communiqué du gouverneur n'est pas du tout le bienvenu. On peut ne pas exploiter sa propriété pour plusieurs raisons. Premièrement, par manque de financement, tout comme on peut la laisser pour ton enfant afin de l'exploiter quand il aura des moyens. Vraiment, il n'y a aucune raison qui peut expliquer pourquoi on veut s'approprier de nos terres. Au contraire, le gouvernement devrait faciliter la population pour avoir des capitaux afin d'exploiter ces domaines. Le Burundi occupe la 6e place des 10 crises des déplacements les plus négligés dans le monde, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Dans ce rapport, cette organisation évoque surtout l'insuffisance de financement. Le point avec Emile Nibasumba. Seulement 52% du financement humanitaire demandé a été reçu en 2022 pour la crise burundaise, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Cette organisation indique également que cette crise bénéficie d'une couverture médiatique très faible. La volonté de la communauté internationale pour contribuer à des solutions politiques est également faible, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Cette organisation classe le Burundi à la 6e position parmi les crises de déplacement les plus négligées dans le monde, derrière le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, la Colombie, le Soudan et le Venezuela. Pourtant, signale le Conseil norvégien pour les réfugiés, près de 10 ans après leur déplacement, plus de 300 000 réfugiés burundais se trouvent toujours en Tanzanie, au Rwanda, en République démocratique du Congo et en Ouganda. Mais l'absence de moyens de subsistance et un soutien humanitaire extrêmement limité ont fait que de nombreuses personnes n'ont pas vraiment eu d'autre choix que de retourner au Burundi. Le Burundi qui restait pourtant le théâtre des violations des droits humains selon l'organisation, qui rappelle que le gouvernement a interdit au rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme d'y fouler les pieds. Le Conseil norvégien pour les réfugiés indique aussi que le Burundi est resté l'un des pays les plus pauvres du monde, avec près de 2 millions de personnes qui auraient besoin d'aide. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Dernière nouvelle de cette édition, le mandat de la force régionale se trouvant en République démocratique du Congo a été prolongé. Cela a été annoncé dans une réunion extraordinaire des présidents de la communauté de l'Afrique de l'Est, tenue ce mercredi à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. La République démocratique du Congo a prolongé le mandat de cette force régionale jusqu'au 8 septembre 2023.
Le président du Kenya, William Ruto, le seul président qui a pris part à cette réunion, a annoncé que bientôt le M23 et les autres groupes armés seront cantonnés et il a promis que la paix sera rétablie dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion était présidée par Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagi. Au revoir.